Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce cours numéro 4 de chimie radicalaire. Et donc aujourd'hui, on va plus particulièrement aborder un certain nombre de classiques de grandes réactions de la chimie radicalaire. Ce n'est qu'une sélection parce qu'il y en a beaucoup, mais qui vont nous permettre aussi de revoir ce qu'on a déjà vu auparavant, un certain nombre de réactions. Là, on les a vues sous un aspect générique et mécanistique. Là, on va les voir plus à l'œuvre en termes de synthèse. Et puis aussi, on va voir un certain nombre de réactions où globalement on fait intervenir des hétéroéléments, l'oxygène, l'azote et le soufre, que ce soit dans des réactions de cyclisation, de réarrangement ou de substitution homolytique. Donc on va voir des choses assez nouvelles aujourd'hui, des constructions assez nouvelles. Quand on s'est quitté la semaine dernière, je vous avais parlé de cette réaction de transfert d'atomes, en insistant sur le fait qu'elle était d'ailleurs relativement importante. Vous la verrez souvent abrégée dans la littérature sous la forme de ATRA, Atom Transfer Radical Addition. Et donc, en donnant deux principes importants, on part d'un radical généralement stabilisé, on engendre un radical beaucoup moins stabilisé. Ce radical beaucoup moins stabilisé est suffisamment réactif pour arracher l'atome, que ce soit un halogène ou autre, parce qu'on va voir qu'il y a aussi des chalcogènes qui peuvent être impliqués. Et donc, c'est comme ça qu'on forme ce produit final d'addition, et puis donc on a une propagation de la chaîne. Alors maintenant, voyons quelques exemples concrets. Par exemple, en conditions photochimiques, ici, on va pouvoir additionner ce bromo-cyanomalonate, ce malononitrile. Et donc globalement, on imagine que l'on forme en fait une rupture homolytique de cette liaison carbone-brome en conditions photochimiques. Et donc, globalement, ce radical, lui, est très stabilisé, va s'additionner sur la double liaison ici. On engendre un radical, et ce radical, lui, va, en fait, interagir avec le brome ici, créer cette liaison carbone-brome, et on réengendre un radical malononitrile, et donc c'est comme ça que la chaîne se propage. Donc c'est le principe de ces réactions de transfert d'atomes. Ici, ce qui est important, c'est donc que le radical secondaire ici est beaucoup plus réactif que le radical initial malononitrile. Okay, d'une façon générale, vous allez voir, elles obéissent tous à ce schéma. Alors, on a un exemple ici, on peut transférer un iode, hein, ça ressemble beaucoup. Ici, donc, le partenaire, c'est un alcène. Le radical, vous verrez aussi qu'on reste quand même sur les notions de somophile précédente, c'est-à-dire que là, globalement, on a un radical relativement électrophile qui va quand même réagir avec une olefine relativement riche en électrons, donc on est dans le bon sens. Et donc on forme ce produit de transfert d'iode, et puis après qu'on peut hydrogéner. Ici, c'est la même chose, hein, on engendre un radical du coup relativement électrophile également, le radical malononitrile qui s'additionne sur ce cyclopentène qui est lui riche, relativement enrichi. Et donc, on forme bien un produit, là aussi on est dans le bon sens des additions SOMO, LUMO, HOMO. Ce qui est très intéressant, c'est cette addition qui peut être parfois catalysée par des métaux, et ça on va en voir un petit peu plus dans la suite du cours. Par exemple ici par le cuivre 1, stabilisé par un ligand BiPi. On va engendrer en fait un radical, ici, ce radical dichloré en alpha du carbonyle, qui est lui-même relativement électrophile, qui va cycliser en 5 exotrig, et le radical alkyle qui en résulte vient réagir, mais ici, en fait, l'agent de transfert du chlore n'est pas le substrat, mais le complexe de cuivre, puisque globalement, ici, en fait, on va partir d'un cuivre 1, on va engendrer intermédiairement un cuivre 2, ici, et en fait, le radical final, ici, alors, va lui réagir avec le cuivre pour en fait délivrer le produit final et réengendrer le cuivre 1 Cl. Okay,
Donc c'est comme ça que ça marche, ce genre de réaction. Donc d'autres métaux peuvent faire ça, mais le cuivre est particulièrement approprié pour ce genre de réaction. Une fois qu'on est là, on peut évidemment transformer ce genre de produit. On peut faire une simple substitution nucléophile qui vous permet d'obtenir ce composé bicyclique. En milieu acide, on va hydrolyser les nitriles, restaurer un composé diacide suffisamment nucléophile pour déplacer ce bromure. Et puis aussi, on va décarboxyler, puisqu'en fait, vous le savez, les diacides se décarboxylent assez facilement. Et donc, on va obtenir ce genre de lactone bicyclique. Alors, on peut compliquer un petit peu les séquences, et celui qui a beaucoup travaillé sur toutes ces séquences de transfert d'atomes et aussi les premières cascades radicalaires, c'est Dennis Curran, c'est un nom qu'on a déjà vu beaucoup, qui était donc à l'université de Pittsburgh, et donc il avait étudié de façon assez systématique différents types de transferts d'atomes, et notamment les transferts d'halogènes, en partant de composés comme ça qui sont déjà un petit peu plus fonctionnalisés comme que celui de tout à l'heure. Celui de tout à l'heure, il n'y avait pas cette branche propargile. Et donc, on va faire un produit où, globalement, qui correspond à ce qu'on appelle formellement une 3 plus 2 radicalaire. 3 parce qu'en fait, vous avez 3 centres ici initialement engagés, 2 ici, donc vous retrouvez vos 2 ici, vos 3 centres, et globalement, on les fait par transfert d'atomes. Il se trouve que dans le cas d'un malononitrile comme partenaire, cette réaction, en fait, ne peut pas se faire en une seule étape. On a très peu de rendement de ce produit-là directement parce qu'il y a une réaction parasite. Si vous le faites avec le malonate, en fait, ça marche très bien, on va directement au produit. Mais ça lui a permis d'observer les produits intermédiaires et notamment de bien montrer qu'on a d'abord un première étape de transfert d'atomes pour former ce radical secondaire. Donc on part du radical ici stabilisé pour former un radical secondaire piégé par l'iode. Et mis en près dans des conditions un petit peu plus photochimiques d'activation un petit peu plus fortes, on va pouvoir ici réengendrer ce radical alkyle qui va cycliser sur un radical vinylique. Et là, le radical vinylique, lui, il est évidemment très haut en énergie, donc il n'a aucun mal à prendre l'atome d'iode du produit de départ, et donc ça peut fonctionner comme ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces réactions peuvent se faire, on peut additionner sur différents types d'alcènes. Et ce que l'on voit aussi ici, c'est qu'on a une diastérosélectivité qui est fortement influencée par le groupement R ici, puisqu'en mettant un groupement très encombrant, vous ne formez plus qu'un seul diastéréoisomère, en passant d'isopropyl à terbutyl. Donc une fois de plus, vous voyez quand même qu'on a une oléfine enrichie en électrons. Et vous voyez aussi quelque chose qui était intéressant, c'est que ces conditions de transfert d'atomes permettent de faire des additions qui sont quand même plus difficiles. Parce que ce que je vous avais dit dans le premier cours, c'est que quand on a un méthyle ici, on ralentit environ d'un facteur 40 la cinétique d'addition. Mais malgré tout, ici, du fait qu'il y a très peu d'autres réactions compétitives, l'addition du radical peut se faire parce qu'on n'a pas de donneur, globalement pas de donneur d'hydrogène. On est évidemment dans des conditions où il n'y a pas d'autres quenchers ou quel qu'il soit de radicaux. Et donc l'addition va pouvoir se faire dans ce cas-là de façon efficace. Donc ces réactions de transfert d'atomes peuvent être un outil synthétique intéressant. Et donc, alors évidemment, une chose qui est importante aussi, c'est dont on ne va pas parler, mais qui sera évoqué au moment du symposium, là, au mois de mai, c'est qu'on peut faire de la polymérisation par ce genre de type de réaction, puisqu'il suffit de mettre un excès d'oléfine et on peut imaginer avoir un transfert sélectif une addition, des polyadditions d'oléfine et puis transfert à chaque fois du groupement. Donc c'est des Atom Transfer Radical Polymerization, donc c'est la TRP. Et puis on va voir aussi, on va voir d'autres substrats qui s'y prêtent bien. Donc, alors, on peut aussi, donc je vous dis, on peut aussi transférer des chalcogènes, comme par exemple le sélénium. Dans ce cas, c'est une réaction qui est très facile à mettre en œuvre. On parle d'un malonate sélénié, ça c'est facile à faire parce qu'il y a beaucoup de sources électrophiles du sélénium, des FeSeCl ou FeSeBr. Différents types d'alcènes, généralement plutôt riches. La lumière ici, pour l'avoir faite, cette réaction est très facile à utiliser. Vous faites une simple lampe solaire pour bronzer avec un tout petit peu d'UV, marche très bien, il n'y a pas besoin d'une grande activation. Et puis, on va obtenir ces produits de transfert de sélénium. Ce qui est important, c'est que le groupement R ne doit pas trop stabiliser le radical. Donc, tout alcène alkyle, tout groupement alkyle ici sera bon. Si vous mettez un phényl ici, le styrène par exemple, ça ne marchera pas. Votre radical sera trop stabilisé, le transfert se fera mal.
Et une fois qu'on a un sélénium ici, en fait, c'est un groupement où, comme vous le savez, on peut l'oxyder, donc refaire une double liaison. On peut aussi faire des transmétallations, donc c'est quand même une chimie qui est assez riche et qui permet de faire pas mal de transformations différentes. Donc ce qu'il faut, c'est que... Alors ce qui est important aussi, effectivement, c'est que le transfert de sélénium, d'une façon générale, va être moins rapide que l'atome d'iode. On peut s'y attendre d'une façon générale. Tout ce qui est carbone-iode, évidemment, étant particulièrement réactif, on va avoir ici des transferts un petit peu plus lents. Mais bon, malgré tout, c'est des réactions qui marchent très bien. Alors, une voie pour faire des transferts a été le groupement d'atomes. Ici, on n'est plus sur un atome, on est vraiment sur des groupes d'atomes. Comme tout à l'heure, là c'était SE-Phi. Là, on parle de groupements de type xanthate, c'est-à-dire ces thiocarbonates ici, qui peuvent vraiment s'additionner sur une double liaison. Donc on voit ici cette addition sur ce maléide. Vous voyez aussi que d'ailleurs l'addition se fait de façon diastérosélective, on va pouvoir, ce qui est assez logique. Et globalement, on a vraiment un transfert du groupement xanthate qui est ici. Alors comment ça marche, ce genre de réaction? Donc l'inventeur de cette réaction-là, c'est Samir Zar à l'École Polytechnique. Et le principe, c'est qu'on va... c'est une réaction qui marche en chaîne. Et globalement, on va engendrer généralement un radical pour l'initiation très réactif, soit un radical alkyle primaire. Ici, en fait, en conditions photochimiques, on va engendrer le radical phi CO point qui perd en fait son CO et qui donne un radical phi point. Ce radical phi point est très très réactif et il va s'additionner sur le précurseur. Pour donner cet intermédiaire ici. Alors évidemment, qui va maintenant évoluer par fragmentation. Okay, donc soit il revient en arrière, ce qui n'est pas hyper intéressant puisqu'en fait il réengendrerait le radical phényl. Soit il engendre un radical éthyle, c'est-à-dire c'est le chemin qu'on voit ici. Mais globalement, le radical éthyle étant primaire, c'est aussi un chemin finalement assez haut en énergie, pas très favorable. Par contre, ici, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un radical qui est tout à fait propre à être engendré, c'est le radical benzyle, puisqu'en fait, lui, il est stable. Donc je rappelle Bn ici voulant dire benzyle. Il est particulièrement stable. Okay, donc, on va engendrer ce radical. Ce radical va s'additionner sur cette double liaison ici. Donc, qui d'ailleurs est relativement, est très activé, hein, que ce soit à cause de sa contrainte stérique et à cause des deux carbonyles. On obtient le radical intermédiaire ici. Qui, bien que stabilisé par le carbonyle, est moins stable. Pardon, c'est pas phényl, c'est benzyle. Que bien que stabilisé, ayant un degré de stabilisation, est quand même moins stabilisé que le radical benzyle, et donc va réagir avec du produit de départ. Donc si ça on l'appelle, on va dire R', on va en fait avoir une addition du R' sur du produit de départ, et on va engendrer maintenant cet intermédiaire-là, avec R' ici, et donc, comme je vous ai dit, ce radical-là est malgré tout moins stable, donc on va fragmenter du côté du radical le plus stable, c'est-à-dire le radical benzyle, et donc on va pouvoir engendrer un nouveau produit, et donc on peut faire un cycle comme ça. Vous voyez, en fait, ça paraît c'est simple, et en même temps c'est assez complexe, mais c'est comme ça que ça tourne, c'est-à-dire que globalement, on se retrouve avec ce radical-là,
Et maintenant, la fragmentation favorable, c'est vraiment de réengendrer un radical benzyle et de refaire un cycle. Okay, et ça, c'est très important. Et le piégeage ici du xanthate va se faire de telle façon à être en anti du groupement ici, d'où la stéréochimie que l'on voit avec, par exemple, si on fixe arbitrairement le benzyle en bas, le xanthate sera en haut, ou inversement. D'accord, on obtient évidemment un racémique. Donc ça, c'est très important et ça fonctionne bien. Donc ça, c'est le schéma général des xanthates. Alors, il y a d'autres évolutions de ce radical. Là, on peut aussi faire, par exemple, là, en fait, on a fait donc là l'addition, c'est ce qu'on vient de voir. Comme je vous ai dit, on peut également avoir un excès de cet accepteur, et dans ce cas-là, on va avoir un polymère. C'est notamment le procédé Madix, qui a été développé par Ron Poulin-Crodia. On peut également oxyder dans certaines conditions ce radical selon le groupement G, mais globalement, ça permet d'additionner des radicaux très facilement sur beaucoup de partenaires insaturés sans avoir de réduction prématurée. On contrôle assez bien les réactions d'addition. Alors voici d'autres exemples de ça. Donc ici, c'est le même principe. On va additionner globalement ce xanthate sur cette oléfine. Donc on additionne un radical, ici en alpha-dicarbonyle relativement stable, en position terminale. Évidemment, le radical, on l'additionne toujours en position terminale. On engendre un radical secondaire ici moins stabilisé, et c'est lui qui va prendre ce xanthate. Okay, et puis une fois qu'on est là, en fait, on peut, ce groupement-là peut être hydrogéné. Parce qu'en fait, on va le voir tout de suite, mais l'étain s'additionne très facilement sur cet atome de soufre. Et donc, on va hydrogéner cette position. Et puis ensuite, donc ici, on introduit un hydrogène. On traite avec de l'acide trifluoroacétique, ce qui permet de libérer l'amine, on déboque. Et puis, on se met en condition d'amination réductrice. Et donc, on forme cette piperidine ici avec deux groupements. Là aussi, globalement, c'est diastérosélectif. Dans ce cas-là, l'initiateur qui est utilisé est le lauryl peroxyde, et c'est celui qui va être beaucoup utilisé dans toutes ces réactions. Donc le lauryl peroxyde, on l'a déjà vu initialement, permet d'avoir de former un radical alkyle primaire en C10, donc qui est ici l'équivalent du phényl. Mais bon, globalement, ce lauryl peroxyde est très facile à manipuler, et lui, les conditions thermiques sont favorables pour engendrer le radical alkyle. Donc ça, c'est le cocktail habituel. Lauryl peroxyde comme initiateur, se mettre dans des conditions de reflux, notamment dichloroéthane, et puis donc, après les deux partenaires. Pas forcément besoin d'ailleurs de beaucoup d'excès de l'un ou l'autre, ça peut être des mélanges stoichiométriques. Ici, on a la même chose, toujours le même principe. Donc on va additionner ce radical en alpha du phosphore, relativement stabilisé. Puis on piège le xanthate, et là aussi on fait quelques transformations. D'abord on libère l'acétal, donc on a une dicétone, et puis on se met dans des conditions auprès d'Horner-Wittig et Mons qui font qu'on va créer cette double liaison avec élimination du phosphonate, et donc on obtient ce composé bicyclique ici à 49%. Donc vous voyez, en fait, on peut atteindre assez facilement des fonctionnalisations importantes, puisque dès qu'on fait une addition en fait, sur une double liaison, on fait de la difonctionnalisation à 2. Mais si on part de radicaux relativement fonctionnalisés au départ, ça permet ensuite de faire encore d'autres étapes. Donc c'est une chimie synthétiquement qui est puissante. Mais en fait, dont l'origine est intéressante d'ailleurs, puisqu'en fait, initialement, ce transfert de xanthate en fait, tire son origine d'un point de vue, on va dire, au point de vue mécanistique, de cette réaction très connue qui est la réaction de Barton-McCombie, et qui permet de partir d'un alcool et d'obtenir un alcane. Donc, quel est le principe de cette réaction? Donc, le bilan, il est le suivant, donc alcool en alcane. Alors, d'un point de vue, on peut se dire c'est bizarre comme type de réaction, parce qu'on part de quelque chose finalement qui est fonctionnalisé, et on arrive à quelque chose qui est un alcane qui l'est moins. Mais vous allez voir que ça peut avoir beaucoup d'utilité, et notamment d'un point de vue synthèse, il arrive souvent qu'on puisse... c'est une réaction qui est très utilisée en synthèse totale de produits naturels. Et la raison est assez claire, c'est que il arrive souvent que vous connectiez des fragments, par exemple un organométallique,
avec un dérivé carbonylé. Donc, par exemple, on peut prendre un grignard, hein, et puis vous avez un aldéhyde, et vous allez former ce produit-là, après traitement à queue. Et d'un point de vue, donc ça vous permet donc tout simplement on va dire d'accrocher ces deux fragments, mais l'alcool ne vous intéresse pas, vous n'avez pas besoin. Donc là, la Barton-Mack combi est très très utile pour ce genre de propos, puisque là, vous allez obtenir maintenant le produit de couplage comme ça. Mais ce produit-là peut lui-même venir d'une réduction de la cétone correspondante. Donc évidemment, vous voyez qu'on peut être amené en fait, la possibilité d'utilisation de cette réaction est très importante dès qu'on a besoin de se débarrasser d'un alcool. Et je vous montrerai aussi d'autres types d'utilisation, notamment quand vous avez une molécule complexe et dont vous voulez connaître les propriétés biologiques et notamment quels sont les sites importants si on a besoin de tous les hydroxys sur le squelette carboné. Donc là, la Barton-Mack combi va vous permettre d'hydrogéner sélectivement certaines positions et vous pouvez faire ensuite vos tests biologiques et voir donc si c'est toujours une activité biologique qui est soit qui a décru ou au contraire qui a augmenté. Donc, comment fait-on ces xanthates? D'une façon très simple, on part de l'alcool, on met une base, on met du CS2, on obtient ce sel, et puis après on met un électrophile, et ici on va mettre généralement du méthyle pour obtenir celui-ci. Ce que j'ai oublié de dire ici, c'est que le produit de base ici pour la synthèse des xanthates, c'est cela, c'est ce dithiocarbonate que vous pouvez acheter, qui n'est pas cher du tout, qui est commercial, et donc lui est nucléophile et va par exemple déplacer un brome, et donc c'est comme ça que vous allez faire votre... Voilà. Donc, je reviens à cette slide. Donc, ici, on obtient par exemple celui-ci. Mais cette réaction marche aussi avec d'autres groupements X. Ça peut être un phényl, une imidazole, un O-phényl, un O-C6F5, un sulfure ou cette aromatique chlorée. Alors, ce qui est très important ici, c'est de comprendre la différence de mécanisme par rapport à tout à l'heure. Ici, vous allez engendrer le radical stanyl classique avec de l'AIBN. Okay, et ce radical stanyl a lui aussi une grande affinité pour le soufre. Donc c'est le même type de mécanisme qu'ici. Hein, on additionne sur le soufre. Et maintenant, on se retrouve sur un intermédiaire qui va lui aussi pouvoir fragmenter. D'accord? Donc ici, quelles sont les possibilités de fragmentation? Soit le stanyl repart, soit il fragmente ici du côté soufre pour engendrer un radical méthyle, mais ça, ce n'est pas favorable. Okay, et donc la fragmentation favorable ici, c'est pour engendrer le R point qui est attaché à l'oxygène, okay, à condition que le R point soit quand même relativement stabilisé. Donc généralement, c'est une réaction qui marche bien pour les alcools secondaires. L'alcool primaire, ça ne marche pas. Ça ne marche pas bien, il y a très peu de cas. Et tertiaire, il y a d'autres complications, c'est que les xanthates ne sont pas très stables. Donc la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que là, on fragmente du côté oxygène, alors que tout à l'heure, justement, on ne voulait pas fragmenter du côté oxygène, puisque du côté oxygène, on avait mis un groupement primaire qui défavorisait cette fragmentation. Donc vous voyez, c'est le même principe, mais là, on dirige la fragmentation selon les groupements. Donc cette réaction de Barton-Mack combi, une fois que c'est parti, on forme le R point hydrogéné, on reforme un radical stanyl, et ainsi de suite, ça peut être utilisé. Alors, voici quelques exemples d'utilisation. Comme je dis, c'est souvent utilisé sur des molécules assez complexes. Donc ça, c'est un squelette de gibberellines, c'est des hormones de plantes. Et donc, globalement, ils arrivent dans ce cas-là à déhydrogéner sélectivement ici. Et donc, on obtient ce nouveau dérivé. Ici, c'est sur un stéroïde. Donc là, c'est quand même l'exemple d'un xanthate tertiaire qui a pu être fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on arrive à travailler dans des conditions très basse au niveau de température, enfin de température ambiante, et c'est fait exprès d'ailleurs parce que sinon les xanthates tertiaires en conditions thermiques ont tendance à éliminer. C'est la réaction de Chugaev, donc généralement ça va vous donner une double liaison ici. Donc il vaut mieux travailler à basse température avec ces produits-là. Et puis ici c'est un squelette complexe, c'est le squelette des taxols, taxotères, donc là il manque la chaîne aminoacide, c'est ce qu'on appelle la bacatine. Et donc le groupe de Farina, là, qui était chez Bristol Myers Squibb,
a pu s'intéresser à regarder le rôle de chacun de ces hydroxys en faisant l'exantate correspondant. Et donc ici, il arrive à déoxygéner proprement. Alors on verra tout à l'heure un exemple exactement sur le même type de squelette où, évidemment, vous engendrez un radical et peut-être qu'il peut se passer beaucoup de choses. Et en fait, c'est ce qui va se passer parce que là, ici, vous voulez hydrogéner. Alors, ce que ça veut dire aussi, c'est que souvent, dans ces conditions de Barton-McCombie, on va travailler quand même dans des conditions de concentration en hydrogène d'étain assez élevées, justement, pour ne pas laisser le temps au radical de se réarranger. Parce qu'on veut mettre un hydrogène. Si vous êtes en conditions trop diluées, type, on va dire, pousse-seringue, addition pousse-seringue, ainsi de suite, bah, évidemment, vous laissez plus de temps au radical, et donc il peut se passer pas mal de choses. Typiquement, voici un exemple ici de ce qui peut se passer. Donc, vous avez un xanthate ici avec un thioimidazole. Alors ça, c'est très facile à faire parce que ce composé-là est commercial comme précurseur. Donc ce thioimidazole, carbone sulfure, là, et on met un alcool dessus. Et donc, globalement, ça va vous permettre de faire le xanthate correspondant. Donc, mis en condition classique de cyclisation radicalaire à l'hydrogène d'étain, vous allez engendrer le radical ici, il fragmente, mais ici, on a vu... Alors, ce radical, il est un peu au pied d'un précipice. Le précipice, c'est quoi? C'est en fait l'ouverture de ce cycle époxyde. C'est une cinétique très très rapide. Je vous rappelle, au cours précédent, on a vu que l'ouverture des cyclopropanes, c'était 10 puissance 8 secondes moins 1. Donc là, clairement, ça va s'ouvrir très vite. On forme un haut point. Et ce haut point, ici, va faire un transfert d'atomes d'hydrogène. 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, la polarité n'est pas vraiment dans le bon sens, parce que là, on a un radical électrophile, et là, le site est a priori désactivé quand même par la présence du méthoxy, du carbométhoxy. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en intramoléculaire, les effets électroniques sont nivelés. Donc, ce qui compte beaucoup aussi, c'est les proximités qui vont être très importantes. Donc là, vous formez ce radical, et puis lui, il va recycliser en 5 exotrig, et donc vous formez ce composé bicyclique. Donc vous voyez qu'à partir d'un substrat, finalement, cet époxy-alcool, on peut arriver à des molécules beaucoup plus complexes en une seule opération. Et là, on profite au contraire du fait qu'on engendre le radical facilement sur le principe de la Barton-McCombie, mais on n'hydrogène pas tout de suite, et donc on laisse la réaction se faire. Alors ces transferts d'atomes, là on va maintenant aller un petit peu plus dans la chimie des hétéroatomes radicalaires. Ces radicaux oxygénés pour faire des transferts d'hydrogène ont une certaine histoire. Alors donc je vais repérer un petit peu les hétéroatomes mobilisés ici par le code ici. Donc là, ça va être basé sur l'oxygène. Et une première réaction, c'est... alors c'est pas d'ailleurs celle-là que je voulais voir en premier, c'était celle-là. C'est la réaction de Barton, où globalement, on va engendrer un radical alkoxy par clivage photochimique d'un ester nitrite. Alors ces esters nitrites, généralement, il y a plusieurs voies pour les engendrer, mais d'une façon générale, on va partir de ce dérivé-là, d'un alcool, et donc on va obtenir ces composés-là. Okay. Et donc ces nitrites sont clivés en conditions photochimiques. On engendre un radical alkoxy qui va faire souvent un transfert d'hydrogène 1,5. C'est ce qu'on avait vu dans le cours sur les transferts d'hydrogène, c'est le transfert préféré. Et puis ensuite, le radical ici va être intercepté par le NO. Et puis globalement, on va former intermédiairement ce dérivé, mais qui par tautomérie va se réarranger en oxyme. Okay. Et donc Barton, dont on a déjà pas mal parlé ici, et donc on voit ici en photo, a eu le prix Nobel en 1969, pas du tout pour ça, mais pour la conformation des alcanes, et notamment tout simplement la chaise du cyclohexane.
parce que finalement ça nous paraissait tellement évident, mais il faut comprendre qu'il y a plus de 80 ans, ce n'était pas si évident que ça. Et donc il a aussi été un gros contributeur en chimie radicalaire, parce que comme on a vu, on a un certain nombre de réactions portent son nom, où on a déjà vu d'autres types de réactions. Alors voici une application typiquement donc du laboratoire Barton, hein, d'ailleurs. Ici, on parle d'un composé stéroïde, le lanostane, et en conditions photochimiques, on va avoir ce transfert d'hydrogène 1,5, puis formation d'une oxyme intermédiaire qui permet donc de fonctionnaliser à distance ce produit naturel. Donc vous voyez, ça peut être un outil très intéressant parce que finalement un alcool, c'est souvent présent sur beaucoup de substrats. On fait cet ester nitrite de façon assez simple, et après il faut irradier. Alors là, l'irradiation telle qu'elle est décrite, c'est de l'UV. Mais bon, il faut comprendre aussi qu'à l'époque, on n'avait pas 50 000 lampes pour faire de la photochimie, beaucoup moins que maintenant, donc ça se trouve, on a besoin de lampes un petit peu plus modérées. Mais globalement, ça reste une réaction qui est toujours, on va dire, dans la mire des possibilités pour faire de la fonctionnalisation CH. Une autre qui est un peu sur le même principe, c'est la réaction de Suarez, qui passe par un hypoiodite, c'est-à-dire par un dérivé ROI, comme ça. Et ces dérivés-là fragmentent également en conditions photochimiques pour engendrer le radical alkoxy et un I-point. Donc on parle d'un alcool, l'hypoiodite et fragmentation, donc il y avait des précédents dans le passé. Et généralement, cette réaction était beaucoup faite avec le plomb tétraacétate, qui n'est quand même pas un réactif très vert, ni très agréable, et surtout qui, globalement, est très oxydant et conduisait à beaucoup de réactions parallèles. Donc la contribution de Suarez a été d'apporter, pour faire ce type de chimie, d'utiliser cet iode hypervalent, donc ce DIB, diacétoxyiodobenzène, ou parfois que vous trouvez comme son nom aussi, que dans la littérature, vous pouvez voir, c'est PIDA, phényliodine diacétate. Donc c'est ce composé-là, c'est un iode 3. Donc dans des conditions assez simples, vous mettez ce réactif d'iode hypervalent, un équivalent de l'iode et irradiation, et vous allez obtenir là aussi ce stéroïde fonctionnalisé. Alors le principe, intermédiairement, vous formez vous allez former donc un radical, enfin d'abord vous formez ça, puis vous irradiez, donc vous formez le radical ici qui va faire le transfert d'atomes, un 5. Qui lui va réagir avec l'iode ou le I-point d'ailleurs qui est formé, et vous avez maintenant un dérivé iodé qui est formé, et évidemment, et souvent votre alcool est suffisamment nucléophile pour réagir de façon intramoléculaire et faire donc le cycle. Okay, donc c'est ce qu'on voit ici. Vous avez activé, vous avez fait le transfert d'hydrogène 1,5 ici, ça tombe bien parce que l'hydrogène qui était ici avait un fort caractère hydrure, et le haut point, lui, est électrophile, donc c'était très facile de prendre l'hydrogène ici. Et puis ensuite, ce radical, alors là, il y a plusieurs voies possibles d'ailleurs, parce que cette position-là pourrait presque réagir pour être oxydée. Si on forme le iodé ici, c'est transient, parce que globalement, la position est très activée, donc l'oxygène agit comme nucléophile, et puis l'alcool agit comme nucléophile, et donc voilà. Et on forme ce produit. Alors, comment ça marche exactement? Un papier qui donne Quand j'ai repris cette chimie, j'étais assez surpris de voir les applications synthétiques, elles sont extrêmement importantes. Donc là, c'est sur les stéroïdes. Mais assez peu, finalement, de considérations mécanistiques. Et donc, il y a ce papier par Lustig, qui lui a un petit peu analysé les intermédiaires. Alors Lustig, il est dans le même laboratoire que Ingold, donc c'est l'école un peu canadienne de mécanisme en chimie radicalaire. Et donc ce qu'il propose, c'est que globalement, on part de l'iode hypervalent. En présence de I2,
et on forme globalement, on réduit l'iode et on forme deux acétates iodés. Et ça va réagir avec l'alcool pour vous donner le ROI plus de l'acide acétique. Donc ça, c'est le point de départ. Et ce qui est important, c'est cette transformation, puisqu'il a pu identifier cet intermédiaire-là, le iodo-benzène aussi, et celui-là également. Et donc, une fois qu'on est là, on a le clivage photochimique dont je vous ai parlé. C'est une réaction, vous remarquerez, alors pourquoi aussi toutes ces réactions de transfert d'hydrogène ont été utilisées beaucoup sur les stéroïdes? Alors d'abord parce que les stéroïdes, c'était une chimie qui était à la mode dans les années 60, que par ailleurs, il y a beaucoup de fonctions hydroxy, et par ailleurs, c'est des squelettes très rigides. Et ça, c'est parfait pour le transfert d'hydrogène, parce que du coup, les proximités sont assez sélectives, puisque comme votre substrat est très rigide, il n'y a pas forcément 50 000 sites qui vont être activés, et donc ça donne des réactions assez propres. Et c'est le cas ici. Et donc, par contre, Suarez, lui, il a beaucoup étendu à la chimie des sucres, puisque là, vous avez un nombre de positions hydroxylées très important. Donc, voici un de ces articles, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc ici, globalement, il va partir d'un alcool ici, il va engendrer le haut point, et selon l'habillage du squelette, il va pouvoir soit activer cette position en 1,6 ou même faire un 1,8 et donc faire cette activation ici. Donc, ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais il y a donc beaucoup de possibilités avec ce genre de transformation et de conditions qui restent finalement assez douces. Alors, une autre réaction dont qui avait été finalement qui a un grand passé, qui a été un peu visitée dans les années 60, puis qui avait été relativement oubliée, puis maintenant dont on reparle beaucoup, c'est la réaction de Hofmann-Löffler ou Hofmann-Löffler-Freytag. Alors le Hofmann, c'est celui qu'on retrouve assez souvent dans les noms de réaction. Et ce qu'il avait observé, c'est que si vous partez d'une amine comme celle-là, halogénée, et que vous la chauffez, vous allez former le composé bicyclique, ce qui est assez élégant finalement. Même chose ici, plus tard, Löffler et Freytag, eux, ils remarquent qu'en chauffant cette amine bromée, cette alloamine, on peut obtenir la nicotine, qui est cette molécule ici. Alors la nicotine, elle, dans la nature, il n'y a qu'un seul énantiomère, ils obtiennent le racémique, bien sûr, mais c'était quand même une transformation qui était assez intéressante. Et donc le principe de ce genre de transformation, c'est que ce soit en conditions très thermiques ou photochimiques, parce que la Hofmann-Löffler est souvent pratiquée plutôt en conditions photochimiques, c'est que vous allez cliver la liaison azote-halogène, donc vous formez un N point Br point ou N point Cl point. Le N point fait le transfert d'hydrogène 1,5 et puis ensuite vous chlorez ou vous iodez la position où il y a eu par exemple ici, vous chlorez ou vous iodez, vous bromez votre position et puis ensuite vous avez un azote qui est rendu nucléophile et donc là aussi vous faites une substitution nucléophile intramoléculaire. Donc là il y a une revue très intéressante par Najib qui reprend ces différents transferts d'hydrogène. Là, il donne ici le mécanisme, on va dire, dans des conditions plus modernes, où on va utiliser du N-chlorosuccinimide ou ce donneur de chlorure, de chloronium. D'ailleurs, ce n'est pas un donneur de chlorure, c'est un donneur de chloronium. On forme cet ammonium, cet aminium. On l'irradie. Donc, on clive la liaison carbone azote-chlore. Le N point arrache cet hydrogène, et puis ensuite on a une chlorée, et puis en condition basique ici, on restaure une amine qui est nucléophile et donc qui va faire la substitution. Donc c'est comme ça que ce genre de réaction marche. Et comme vous le savez, on va faire des molécules cycliques aminées, c'est toujours intéressant parce que le nombre de produits naturels et de molécules biologiquement actives qui contiennent une pyrrolidine ou une piperidine est particulièrement important. Alors, une chose qu'on n'a pas du tout abordée pour l'instant, on a fait beaucoup d'additions de radicaux sur les doubles liaisons, mais on s'est peu intéressé quand il s'agit par exemple de dérivés carbonylés.
quelle est la cinétique de ces réactions et est-ce qu'elles marchent bien. Donc c'est Beckwith qui a beaucoup étudié la cinétique de ces transformations. Et donc ce que l'on voit ici, c'est que cette cyclisation 5-exotrig est rapide. Elle est plus rapide que sur une double liaison CC. Je vous rappelle, la cinétique sur une double liaison CC, c'est 2,3 10 puissance 5 seconde moins 1. Et donc ici, on est globalement 3 fois plus rapide. Mais elle est réversible. Elle est très fortement réversible par un facteur globalement de 1000. Donc là, on est sur une cinétique proche de l'ouverture d'un cyclopropane. Donc on voit quand même que ça ne va pas être simple de faire des cycles à 5, des cyclopentanols par cyclisation radicalaire. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas simple. Le cycle à 6 ici, équivalent, le 6-exotrig, est rapide, et lui, par contre, sa vitesse d'ouverture n'est que 10 fois plus rapide. Donc déjà, ça va être un petit peu plus simple. Ce qui est intéressant aussi de voir ici, c'est que cette cinétique ici de 10 puissance 6 est plus rapide que la cyclisation à 5. Pas beaucoup plus, mais un petit peu plus. Ce qui n'est pas du tout le cas en série carbone. En série carbone, si vous vous en souvenez, le 6-exotrig est de l'ordre de 10 puissance 3 seconde moins 1. Donc on a une grosse différence. Donc, ces cyclisations sur les dérivés carbonylés ne sont vraiment, au niveau cinétique, sont très distinctes des systèmes tout carbonés. Mais l'enjeu, si on veut faire des alcools, va être de piéger ce radical alkoxy, sinon on a une réversibilité. Et si on a une réversibilité, vous pouvez imaginer que ça va refragmenter, mais pas forcément de là d'où ça vient. C'est-à-dire que ça peut refragmenter sur un radical plus stable, ce qui peut être intéressant comme on va le voir. Alors, quelques exemples où on peut piéger le haut point. Donc, celui qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est Fraser-Reed, qui a montré que, par exemple, là aussi en série sucre, on pouvait faire ce cyclohexanol avec un bon rendement et de façon diastérosélective dans des conditions relativement classiques à l'hydrure d'étain. Et donc, on peut faire ce genre de dérivé. Donc, il n'y a pas d'exemple, je ne crois plus qu'il y ait d'exemple en cyclopentanol, mais en cyclohexanol, c'est possible. Là, c'est intéressant parce qu'on a une compétition. Donc, si vous comptez, si vous formez votre radical ici, 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ce que vous voyez, c'est que le produit majoritaire qui est formé, c'est l'alcool, qui montre bien que le 6-exo sur le carbonyle, sur l'aldéhyde, est plus rapide que la cyclisation sur la double liaison, puisque même ce produit-là, qui résulterait de cette cyclisation ici, n'est pas observé. Donc, on peut avoir une chimiosélectivité très intéressante entre la sélectivité de l'addition du radical sur la double ici ou sur un carbonyle. Et donc, une fois de plus, j'insiste sur le fait que là, c'est une cyclisation 5-exo, a priori rapide, mais c'est bien le 6-exo qui l'emporte. Alors, gardez un petit peu en tête cet exemple, puisqu'en fait, on reviendra un petit peu dessus. Alors, comme je vous ai dit, et notamment si on forme un radical cyclopentyloxy, celui-ci va fragmenter très facilement. Et ça peut être intéressant pour faire, par exemple, des extensions de cycle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réaction de Beckwith-Dodd. Les deux ont publié ce principe à peu près à la même époque. Et donc voici un exemple. C'est-à-dire qu'on engendre un radical ici, il s'additionne sur ce carbonyle, la cinétique est assez favorable. Maintenant, on forme un radical tertiaire qui va être assez encombré, difficile à piéger, et au contraire, tant mieux, puisque lui, il va pouvoir refragmenter, et il va fragmenter pour former un radical au pied de l'ester qui, lui, est plus stable. Donc, on passe d'un système ici à 5 pour former un cycle à 8. Donc, vous le savez, faire les cycles à 8, c'est toujours assez compliqué. Donc là, on peut les faire simplement par simple extension de cycle. Donc, c'est une méthode qui est assez puissante et qui a eu pas mal d'utilisation. Alors, avant de venir sur l'exemple ci-dessous, voici par exemple, si on revient sur l'histoire des bacatines qu'on a vues là de Farina. Donc, ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est qu'il pouvait déoxygéner proprement ici, mais il a pris aussi un dérivé. Alors, la différence par rapport à celui de tout à l'heure, c'est qu'ici, il y avait un acétate qui n'y a plus maintenant. Donc, on change la conformation un petit peu de la molécule. Et donc, s'il engage également ce xanthate ici dans des conditions de Barton-McCombie, il forme ce radical et il obtient deux produits.
soit il obtient le produit classique de déoxygénation, donc on a l'hydrogène ici qui intervient et qui est formé, qui arrive ici, c'est 56% de la réaction, donc c'est le cours majoritaire, soit il forme de façon minoritaire ce produit 11 ici à 22%. Alors quand vous regardez ce qui s'est passé de ici à ici, c'est quand même compliqué. Donc maintenant, si on regarde la séquence, elle est logique, mais elle n'était quand même pas du tout anticipée, surtout que ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que le cycle A4 ici a disparu, on a introduit un O-méthoxy alors qu'il n'y a pas de méthanol, on a cassé quand même pas mal le cycle ici. Donc ce qui se passe, c'est que le radical qui est là n'est pas hydrogéné nécessairement tout de suite, a le temps de s'additionner sur le carbonyle ici. On va maintenant fragmenter, et la fragmentation la plus favorable conduit à ce radical tertiaire. Ce radical tertiaire, lui, va en fait cycliser en 5 exotrigs, donc ça c'est favorable, en tout cas la double liaison ici est suffisamment proche pour que ça se fasse. On forme ce radical ici, qui maintenant, alors là aussi c'était loin d'être anticipé, va faire un transfert d'hydrogène de cette position-là à cette position-là, donc c'est d'ailleurs c'est 1, 2, 3, 4, c'est ça, non? Oui, donc c'est un transfert d'hydrogène assez étrange, intramoléculaire, qui nous conduit à ce radical ici, et qui lui va en fait, on a maintenant un radical en alpha d'un cycle A4, qui, comme vous le savez, là aussi, la cyclisation 4 exotrigue, on l'a vu la semaine dernière, est lente, mais sa vitesse d'ouverture est de l'environ 10 puissance 3 secondes moins 1. Donc là, c'est sur un oxétane, donc c'est pareil, ça va s'ouvrir, et donc on fragmente ici, on forme ce radical OCH2 qui est finalement hydrogéné. Donc voilà donc là, ici, ce n'était certainement pas désiré. Par contre, ça vous fournit malgré tout un squelette carboné que vous auriez du mal à fabriquer autrement. Donc vous voyez. Alors ce qui est important aussi, c'est de voir qu'il y a une certaine sélectivité dans toutes ces réactions, parce que justement, tout est tellement contraint stériquement que les transferts, les cyclisations peuvent être assez sélectives. Mais donc, toujours avoir l'idée qu'additionner un radical sur un carbonyle, soit vous mettez dans des conditions pour piéger le haut point, on va avoir quelques possibilités, soit au contraire, vous pouvez aussi l'utiliser pour laisser votre radical fragmenter et aller là où vous voulez. Alors ici, le haut point qu'on va engendrer dans ce cas-là ne va pas être engagé dans des réactions de transfert d'hydrogène, mais on va le laisser fragmenter. Donc le principe de ces réactions, c'est aussi une réaction de Suarez, dans les mêmes conditions que tout à l'heure, avec l'iode, ce DIB ici. Et donc on engendre un haut point ici qui va lui fragmenter pour former ce format. Donc si on regarde par exemple le squelette du bas, donc on va engendrer ce radical alkoxy. Et donc globalement, on va former le format ici. Donc ici on a un hydrogène. Donc on va former et puis intermédiairement, et donc lui va être iodé, parce qu'on a toujours ce I point qui traîne, et donc on va obtenir donc ce produit ici que l'on voit à l'écran. Okay, c'est ça le principe de ce genre de réaction, et donc ça permet d'introduire un groupement format. Et alors ici, on n'a pas le produit iodé, on a un produit OAC. Alors quelle est la différence fondamentale? C'est que globalement, le iodé, vous l'introduisez sur un groupement alkyle qui est peu activé, alors que ici, vous avez le radical intermédiaire qui est formé.
il est aussi au pied d'un oxygène, hein, il est là. Et ce radical au pied d'un oxygène, en fait, ne va pas garder l'atome d'iode. La position est trop activée. Par contre, un acétate va pouvoir rentrer. Et globalement, on forme ce type d'émiacétal, si on veut, ou d'acétal, acétal en fait même, où le groupement, ouais, le meilleur nucléophile est ici en fait l'acide acétique. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire des radicaux alkoxy? C'est la troisième utilisation. Donc, on a vu transfert d'hydrogène, on a vu fragmentation, mais on peut aussi les engager dans des réactions de cyclisation. Donc ici, on irradie ce précurseur, je vais revenir là-dessus, sur ce type de précurseur. Et on a un clivage de la liaison oxygène-azote, former ce radical alkoxy, plus ce thiopyridine. Et puis là, on a une cyclisation 5-hexotrigue assez rapide. Et on va bromer la position ici pour former ce tétrahydrofurane avec une certaine diastérosélectivité, celle qu'on attend d'ailleurs du modèle de Beckwith-Hooke, et en sous-produit cette pyridine SCCl3. Et donc ce type de dérivés, alors c'est vrai que c'est une chimie dont je n'ai pas parlé, c'est les thiohydroxamates. Ces dérivés-là, globalement, qui ont justement été inventés aussi par Barton. Alors ici, c'est le carboxylique, sont en fait assez faciles à engendrer et en conditions photochimiques, vous donne un radical alkoxy plus le S-pyridyl. Et ça va perdre son CO2 et ça vous donne un R point. Alors pourquoi j'en ai pas beaucoup parlé, c'est que globalement, c'est pas que c'est pas intéressant, parce que c'est des réactions qui sont en chaîne, mais ces dérivés-là sont tellement sensibles à la lumière que souvent on est obligé de travailler dans le noir. Donc ça reste quand même une réaction, une chimie, on va dire intéressante d'un point de vue mécanistique, mais synthétiquement un petit peu délicate. Donc là, c'est le même principe, au lieu de faire un carboxy, on va faire un éther. Par contre, la sensibilité de la liaison oxygène-azote est la même. Et ça permet d'engendrer des radicaux alkoxy de façon assez propre. Une autre façon de les engendrer, on peut aussi utiliser la manip à l'hydrodétain. Comme vous le savez, l'étain adore le soufre, donc il va facilement prendre cet atome de soufre, et puis on additionne, on engendre ce radical alkoxy, qui là aussi fait une cyclisation. Et ce qui est intéressant de voir dans cette cyclisation, c'est que là aussi, au niveau électronique, elle n'est pas du tout favorable, puisque la double liaison ici est électrophile. Le radical est électrophile, mais en intramoléculaire, vraiment les effets électroniques sont très nivelés. Et donc globalement, on obtient quand même le tétrahydrofurane de façon diastérosélective. Alors, je ne rentre pas dans le modèle de la diastérosélectivité, donc c'est des travaux d'Yvan Guindon, qui sera d'ailleurs là au mois de mai, et qui est le spécialiste un petit peu de ces radicaux ici avec les effets exocycliques qui sont assez intéressants, qui sont assez compliqués. C'est des effets de recouvrement et d'hyperconjugaison du radical qui expliquent assez bien ces diastérosélectivités. Alors, donc nous, ce qui nous a intéressé, en fait, dans toutes ces réactions, c'était de piéger le haut point pour en faire quelque chose d'utile. Parce que là, ce que je vous ai montré, c'est la réaction avec des radicaux alkyles. Mais qu'est-ce qui se passe, par exemple, si vous utilisez un radical vinylique qui, lui, est très réactif? Et donc, on s'est intéressé de façon très simple à l'addition d'un radical vinylique sur un aldéhyde de cette façon. Et donc, si vous la faisiez, cette réaction-là, si vous la faisiez dans des conditions classiques, on va dire étain AIBN, vous alliez, alors donc, si vous engendrez ce radical dans des conditions thermiques, globalement, la première étape, eh bien, vous formez bien ça, parce que ça c'est très rapide.
Mais alors là, la fragmentation est également très très rapide. Et alors ce radical, il va fragmenter, mais il va fragmenter de telle façon ici à engendrer le radical alkyle. Et on ne va pas repartir du côté vinyle. Et donc vous formez un radical ici avec cet aldéhyde. Okay, et donc ici, vous avez un nombre de possibilités de réaction qui est assez important. Et donc, généralement, donc en fait, le radical va s'additionner là, il va s'additionner là et va refaire une autre migration. Bon, il y a beaucoup de possibilités. Donc, il était important de canaliser tout ça. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, la meilleure façon de le faire, c'était de mettre du triéthylborane. Alors, si vous vous souvenez bien, le triéthylborane, on l'utilise comme initiateur, parce qu'il aime bien réagir avec l'oxygène, le radical au point. Si je vous souvenez bien, on avait écrit ça au cours précédent. Vous donne cette substitution, on va dire, homolytique, puisqu'en fait, l'oxygène, c'est un radical, c'est un diradical. Okay, donc, d'une façon générale, un R au point interagit très facilement avec le borane pour vous donner ce dérivé-là, plus un radical éthylpoint. Okay, et donc, effectivement, en mettant du triéthylborane, on arrive à avoir des bons rendements de cyclisation. Il faut simplement faire un traitement aqueux à la fin, parce que finalement, des dérivés comme ça sont relativement stables, étonnamment. Okay, mais par contre, ça permet de figer la réaction de cyclisation. Donc voici le mécanisme tel qu'on le propose ici. Et là où ça peut être intéressant, c'est dans série ici, par exemple, alkyle là, par Oshima. Ce qu'il avait montré, c'est que globalement, on peut faire l'addition conjuguée d'un radical comme celui-là, qui va réagir sous sa forme énol avec le triéthylborane pour former cette énolate de bore. Et ça, c'est un nucléophile qui peut réagir en réaction en aldol. Okay, et donc, en une seule réaction, en fait, vous pouvez faire une réaction radicalaire et une réaction polaire dans le même pot. Donc, vous partez d'un dérivé complètement acyclique, vous formez ce dérivé ici, et vous avez beaucoup plus de fonctionnalisation. Évidemment, vous avez ajouté beaucoup de complexité. Nous, ce qu'on avait montré, c'est que le triéthylborane, alors si vous faites la réaction en conditions thermiques ici de cet aldéhyde, vous obtenez deux produits. Majoritairement, le produit, de façon assez logique, le produit de cyclisation sur la double liaison. Alors pourquoi je dis de façon logique? Cinétiquement, ce n'est pas logique, parce que ça devrait être celle-là qui est les plus rapide, mais dans des conditions ici qui ne favorisent pas, qui favorisent plutôt la fragmentation. Donc même si vous cyclisez rapidement ici, ça va fragmenter, revenir en arrière, ou éventuellement avoir d'autres soucis. Et donc globalement, vous formez peu du produit de cyclisation sur le cyclopentanol. Alors que si maintenant vous faites la cyclisation avec du triéthylborane, vous allez complètement écarter ce produit de cyclisation sur la double liaison, vous ne formez que le cyclopentanol. Et donc ce que l'on pense, c'est que le radical alkoxy qui est formé est piégé, mais le triéthylborane aussi certainement agit comme acide de Lewis, donc abaisse la LUMO de l'aldéhyde, et donc globalement, là du coup vous avez aussi un match électronique qui est assez bon. Donc dans ce cas-là, le triéthylborane joue plusieurs rôles. Il est initiateur, active le carbonyle et piège le radical alkoxy. Et donc dans ces conditions-là, vous pouvez avoir que sélectivement que le cycle A5. Alors, quid de l'azote? Donc, les dérivés azotés, on peut aussi faire donc, des additions dessus, intramoléculaires. Ce que vous voyez, c'est que globalement, à part le nitrile, toutes les cinétiques sont rapides. Là aussi, plus rapides qu'en série carbone. Pratiquement plus rapides qu'en série oxygénée, que ce soit avec une imine, un oxyme, une hydrazone, les hydrazones très très rapides. Et alors, l'exception, c'est les nitriles. Les nitriles, c'est lent et là aussi, ça fragmente. C'est-à-dire que globalement, pour un nitrile, ça va être délicat
ça va être difficile de piéger le radical intermédiaire. Et en fait, souvent, ce qu'on fait, c'est plutôt du transfert de nitrile. Donc je m'explique. Si par exemple vous partez, vous avez un nitrile, on va dire comme ça, et que là vous avez un groupement R, vous allez avoir la cyclisation. Vous formez le radical iminyle, mais il y a de fortes chances que ce radical iminyle fragmente et vous redonne le radical suivant. Voilà. Donc, ça peut être utile pour faire du transfert de nitrile. Donc ça, c'est très connu. Parce qu'en fait, cette fragmentation, du coup, est assez rapide et la réduction du radical, d'ailleurs, est assez lente. L'autre type d'accepteur intéressant, ce sont les azotures. Un radical s'additionne facilement sur un azoture et permet de faire des amines assez facilement. Donc le principe, c'est qu'on a une addition et on va perdre de l'azote. Donc c'est une bonne force motrice également. Donc, si on prend le cas du dessus, vous allez engendrer en fait le radical alkyle. Et ce radical alkyle va s'additionner ici, sur cet azote, ça vous donne cet intermédiaire-là. Et globalement, ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il y a une fragmentation. Donc vous perdez du diazote et donc vous formez le radical N point qui va être réduit avec l'hydrure d'étain. Et donc après, vous avez une réaction en chaîne puisque vous réengendrez le radical stannyle. Donc voilà le principe de ces réactions. Et donc ici, en fait, il rajoutait du chlore de tauzyl simplement pour isoler plus facilement les amines qui formaient. Mais donc c'est une méthode assez intéressante pour former des amines. Ici, vous pouvez vous amuser à deviner le mécanisme. En fait, on forme le radical alkyle, il va s'additionner sur ce carbone, et puis en fait, ça fragmente. Et après fragmentation, le radical qui en est issu cyclise sur l'azoture. Et donc on obtient cette amine ici de type spiro. Alors ce qui est important, donc on peut le faire avec le réactif de Chatzihaloglu, pas de problème, donc ça marche bien. Ce qui est intéressant ici de voir, c'est que ce n'est pas innocent d'utiliser des iodures, parce qu'en fait, l'hydrure d'étain, le radical stannyle, s'additionne aussi très bien sur les azotures. Ça, c'est ce qu'on va voir après. Donc c'est important d'utiliser des iodures pour avoir une compétition. C'est-à-dire que ici, le radical stannyle ou le radical silylé va d'abord arracher l'atome d'iode plutôt que s'additionner sur l'azoture. Donc voici quelques applications, par exemple en synthèse totale ici, de l'utilisation des azotures. Donc on va pouvoir faire ces vindolines, c'est des composés de type qui ont des activités, enfin certains ont des activités anticancéreuses. Et donc globalement, on forme un radical aryl qui cyclise ici sur cette double liaison, puis le radical qui en résulte va réagir sur l'azoture ici, et donc on forme cette amine à 5 chaînons qui est acétylée en fait, et donc on se rapproche d'un substrat naturel. Nous, on s'était intéressé en fait, à l'utilisation de ces radicaux aminyles pour former des guaninides. Donc ici, il y avait un double challenge, évidemment, c'était d'engendrer proprement le radical aminyle.
et qu'il cyclise sur ce partenaire-là proprement, et surtout que l'azote correspondant, le radical imminyle correspondant, lui aussi s'additionne sur un noyau aromatique, mais en fait c'est ce qui se passe, et donc on arrive à former ces guanidines cycliques avec des bons rendements. Donc ici on a une double cyclisation avec un partenaire, c'est N-cyanamide, qui n'était pas du tout utilisé pratiquement en chimie radicalaire. Donc globalement, on peut avoir ce tandem, et donc ça marche assez bien dans différents types de substrats. Ici, on a déjà un cycle, on va pouvoir faire un composé tétracyclique, ou ici c'est complètement acyclique justement, et on va arriver quand même à faire un composé bicyclique. Il y a simplement la diastérosélectivité, la diastérosélection ici sur ce centre qui n'est pas très bonne, mais globalement, on arrive à avoir un tandem, on va dire, assez efficace. Donc voilà, donc ne pas oublier non plus cette facilité pour engendrer des radicaux N points par simple addition d'un radical stanyl ou parfois même triméthylsilyle, enfin le tris-triméthylsilyle sur un azoture. Les vitesses, les cinétiques de réaction des radicaux centrés sur l'azote sont intéressantes, elles aussi, parce que globalement, donc le 5-hexo classique, je vous l'ai dit, 2,3 10 puissance 5, mais dès que vous passez en série azotée, que ça soit donc amidyle, ça c'est des radicaux amidyles, vous voyez que c'est très rapide, c'est des intermédiaires qui vont cycliser très vite. Le radical aminyle, lui, est un petit peu plus lent. Si vous l'activez par un acide de Lewis, il va être rapide. Si par contre il est protoné, donc c'est ce qu'on appelle un radical aminium, là la cyclisation va être très rapide. Le transfert d'hydrogène va être très rapide, mais aussi la cyclisation. Non, d'ailleurs, je vous dis une bêtise, non, excusez-moi. La cyclisation est rapide. C'est le piégeage par l'étain qui est rapide aussi. Et le radical iminyle, ici, sa cyclisation est relativement lente, mais ce qui est intéressant de voir, c'est maintenant leur vitesse de réduction. Parce que donc, ils cyclisent vite, mais ils sont très très vite réduits par l'étain, beaucoup plus qu'un radical carboné. Un radical carboné a 10 puissance 6, mais ces radicaux centrés sur l'azote sont très vite réduits par l'étain, sauf le radical aminyle et notamment le radical iminyle. Donc au final, il est lent, mais aussi il est faiblement réduit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des transferts de nitrile, puisque globalement, je vous ai montré tout à l'heure qu'on engendrait un radical N point comme ça, et qui pouvait refragmenter pour engendrer un nitrile. Donc c'est vraiment un radical très particulier, celui-ci. Ce que vous voyez aussi quand on appelle translocation, ça veut dire qu'en fait, le N point qui est là, il va plutôt faire du transfert d'hydrogène ici. Il va arracher l'hydrogène ici. Donc vous voyez quand même qu'on peut être dans des mondes où il se passe beaucoup de choses. Il peut cycliser, il peut être réduit, il peut faire du transfert d'hydrogène à 5. Donc c'est quand même des réactions qui sont vite, dont la sélectivité n'est pas complètement évidente. Malgré tout, ça peut être des outils, les radicaux amidyles sont vraiment des outils puissants pour faire des alcaloïdes, des composés azotés. On va passer maintenant au soufre. Donc on a parlé de l'oxygène, on a parlé de l'azote. Donc le soufre, alors on a déjà vu des dérivés soufreux, on a vu l'hexantate tout à l'heure. Mais le radical thiyle est très intéressant et notamment il permet d'engendrer aussi, d'initier des réactions. Donc ici on va engendrer dans des conditions photochimiques du Phi-S point. Donc ce radical-là. Et ce radical va s'additionner sur cette double liaison. Alors c'est une addition qui est réversible, hein. On a vu, ça bêta-élimine très vite, mais là aussi, il y a un précipice qui est l'ouverture de ce cyclopropane dont la cinétique est extrêmement rapide. Donc une fois qu'on a fait ça, on arrive ici, on forme un radical nucléophile. Ce radical très nucléophile, même puisqu'il y a 2 oxygènes, il va réagir facilement avec l'acrylate ici, de méthyle. On forme une addition, et puis globalement, surtout dans une position où maintenant la cyclisation 5-hexo est presque incontournable, donc le radical s'additionne sur ce carbone, et on fait une élimination du radical thiyle, et c'est reparti pour un tour. Donc voilà typiquement une réaction ici qui marche sans hydrogène d'étain, initiée par un radical thiyle. La stérosélectivité ici, en fait, on va obtenir, comme on s'y attend, le diastéromère 6 majoritaire. Donc on va obtenir celui-là.
Et ça, c'est logique avec un état de transition pseudo-chaise, où globalement, on a le radical ici méthoxy qui va s'additionner sur la double liaison. Donc on a en fait ce radical ici dans cette conformation, avec les deux groupements pseudo-équatoriaux, et donc globalement, on va obtenir ce diastéréoisomère 6 majoritaire. Bon, c'est un rapport environ 2-1, donc ce n'est pas un diastéréocontrôle complètement total, mais globalement qui est cohérent en tout cas avec les modèles de diastérosélectivité qu'on a vus. Oui, donc là aussi on retrouve une 3+2 radicalaire globalement, puisqu'on a 3 centres impliqués dans la réaction, plus 2 ici au niveau de l'oléfine. Une réaction aussi assez intéressante qui nous permet de revoir pas mal de choses, c'est cet réarrangement là, par Bachy, Mario Bachy, où on parle de cette amine. Alors le ACN, c'est comme la IBN, sauf que ce n'est pas des méthyles, c'est un cyclohexyle, mais c'est un initiateur. Et donc, on va engendrer un radical stannyle. Ce radical stannyle arrache le X ici, donc c'est un halogénure. Ça cyclise en 6 exotrig, parce que ça tombe bien, la position 5 de toute façon n'est pas activée, il n'y a pas de transfert d'hydrogène possible. On forme ce radical ici, qui lui du coup va bêta-éliminer, et on forme ce radical S'. Ce radical S' s'additionne sur ce vinylstannane, de telle façon à engendrer un radical au pied du phényl, et puis on élimine, donc c'est une vinylation, on avait vu ça il y a 2 cours déjà, et on réengendre un radical stannyle, et puis ça peut tourner comme ça. Donc on forme ce dérivé. Donc on a un nombre d'étapes ici qui est assez intéressante, avec pas mal de... une bêta-élimination ici, et une deuxième bêta-élimination ici, en fait. C'est ça qui est marrant. Alors, si vous vous souvenez bien aussi, ce qu'on avait vu dans les cours précédents, c'est les cinétiques de bêta-élimination, les sulfoxydes, un radical sulfoxyde. En fait, si on regarde cette réaction-là, pardon, donc qui vous donne donc là on est sur des cinétiques de 10 puissance 6 à peu près seconde moins 1. Et si votre R est un phényl, ça va être plus élevé, ça va être plutôt de l'ordre de 10 puissance 8 ou quelque chose comme ça. Mais les sulfoxydes, par exemple, alors vous pouvez les écrire de différentes façons ici, eux éliminent encore plus rapidement. Non, ils conduisent au même produit. Ils vous forment un radical sulfinyl. Et là, on est sur des cinétiques en fait, supérieures. On est de l'ordre de 10 puissance 8, 10 puissance 7, 10 puissance 8 largement. Donc globalement, c'est des groupements qui éliminent très rapidement. Et l'énorme avantage des sulfoxydes par rapport au thiyle, alors c'est un avantage et un inconvénient. Il y a 2 choses différentes. C'est que un thiyle va propager une chaîne radicalaire parce qu'il réagit facilement avec l'hydrure d'étain. Un radical sulfinyl, lui, va en fait faire beaucoup de choses, va dimériser, va se dismuter et va moins bien propager une chaîne. Mais là, ce n'est pas le propos. Le propos, c'est qu'on peut utiliser le sulfoxyde ici comme pour, on va dire, induire de la stéréosélectivité, puisque ici, votre soufre, il est stérogène. Ici, votre soufre n'est pas stérogène. Donc, si vous regardez un produit de départ comme cela, où il y a un sulfoxyde, votre soufre
on peut dire asymétrique. Hein, okay. Et globalement, ça va pouvoir avoir des conséquences. C'est-à-dire que si vous faites cette réaction ici de cyclisation, vous allez avoir un état de transition pseudo-chaise de type Beckwith-Hooke, mais cette cyclisation va se faire de telle façon à minimiser l'encombrement, enfin la gêne stérique entre la chaîne ici et le groupement paratolyle du soufre, qui est le plus gros groupement. Okay, et donc là, votre centre soufré, il n'y a, globalement, vous partez d'un seul énantiomère, d'accord, votre soufre, vous partez d'un composé homochiral ici. Donc votre soufre, il n'y a qu'un seul énantiomère. Et donc, vous allez obtenir ce dérivé ici, avec le groupement R en haut, et le EE est très bon. Donc vous avez un transfert de chiralité du sulfinyle qui est excellent. Et vous faites la cyclisation dans une conformation qui s'appelle la conformation doublée éclipsée, puisque le plus petit groupement ici qui va pouvoir on va dire, minimiser le clash stérique avec les méthyles ici, donc c'est une contrainte allylique, c'est le doublé. Parce que si vous mettez l'oxygène, c'est déjà trop gros. Si vous mettez le tolyle, c'est encore plus gros. Donc c'est le doublé qui est le plus petit. Donc ça, c'est la conformation privilégiée au niveau du sulfoxyde. Si maintenant vous mettez un acide de Lewis, comme le MAD, c'est un énorme acide de Lewis, cet acide de Lewis, il est très oxophile, et donc il va se complexer à l'oxygène du sulfoxyde. Donc globalement ici, le plus gros groupement, celui que vous allez vouloir éloigner le plus possible de la cyclisation, c'est lui. Donc vous allez maintenant faire la cyclisation par l'autre côté, par l'autre face, et vous allez quand même garder une conformation doublée éclipsée par rapport au méthyle ici, pour minimiser la contrainte allylique, et malgré tout, vous êtes donc cyclisé maintenant en signe du tolyle. Alors c'est une cyclisation qui est plus difficile, mais vous allez obtenir donc l'autre énantiomère. Donc vous voyez que on peut profiter de cette bêta-élimination d'un radical sulfoxyde, et si on a un sulfoxyde homochiral, on peut même induire donc de l'énantiosélectivité. Donc globalement, ici, il y a beaucoup d'étapes différentes. Mais donc ce qui est important, c'est de bien voir la conformation privilégiée à la fois du groupement sulfinyle, l'encombrement relatif des groupes. Le tolyle est plus gros que l'oxygène, mais maintenant, si vous complexez l'oxygène, c'est l'oxygène complexé qui est plus gros que le tolyle. Alors, on a fait beaucoup de bêta-élimination, mais comme vous le savez aussi, un radical tyle peut s'additionner sur une double liaison et ça devient une réaction utile. C'est le principe de la thiol N. Donc ça veut dire que déjà, il va falloir travailler dans des conditions de concentration un petit peu calculées, mais c'est une réaction qui est très très utilisée, même pour initier alors déjà, c'est une réaction de clique. Hein, il y a la clique classique avec les azotures alcynes, la cycloaddition de Huisgen, mais la thiol N rentre dans les cliques parce que c'est une réaction qui peut être extrêmement rapide, qui permet de connecter des grosses macromolécules, que ce soit des polymères ou des biomatériaux. Donc c'est une réaction qui est relativement fiable, mais sur lesquelles il faut être quand même un petit peu vigilant parfois au niveau des conditions. Et notamment, un travail très intéressant là, de Philippe Renaud et David Bonafé, c'est de montrer qu'il y a des substrats pour lesquels la clique est compliquée. Par exemple, si vous voulez additionner, faire une clique sur un motif de ce type-là, donc une double liaison où il y a ces deux hydrogènes en alpha d'un groupement OR, donc allylique, le problème que vous avez, c'est que votre radical TIL, il peut s'additionner sur la double liaison, mais il peut aussi arracher par transfert d'hydrogène cet hydrogène ici, puisque en fait, globalement, c'est l'hydrogène qui est ici a un caractère hydrure assez important, vous avez un radical électrophile, donc ça marche bien. Et ça, c'est embêtant, parce qu'une fois que vous avez fait ça, votre clique, votre thiol N, on va dire, elle est complètement mal partie. Donc, il y a dans ce papier, ce qu'il mentionne, c'est en fait un mécanisme de réparation de cette clique, où globalement, on va ajouter deux éléments, on va ajouter du catéchol et du triéthylborane. Et donc le principe, c'est qu'on va engendrer in situ, donc le thiol de départ réagit avec le triéthylborane pour former de façon transiente ce réactif, qui réagit lui avec le catéchol pour former ce phénol particulier, et on réengendre le RSH. Donc on forme le RS point. Si le RS point ne s'additionne pas et qu'il fait le transfert d'hydrogène, en fait, on va réparer tout de suite cette position par un don d'hydrogène de ce phénol
on réengendre l'alcène de départ, donc on réengendre l'alcène de départ, qui peut réagir avec un réactif Tyrrell par addition. Donc en fait, on a une partition, on a à la fois de l'addition sur la double liaison et le transfert d'hydrogène. Mais tout ce qui se passe en transfert d'hydrogène est tout le temps réparé. C'est réparé grâce à ce thiol, à ce phénol. Pardon. Et pourquoi ce phénol marche particulièrement bien? Parce que globalement, il est activé par le triéthylborane. La BDE ici est très faible, et donc c'est le principe un peu des antioxydants basés sur les phénols qu'on a vus. Les phénols sont des très très bons donneurs d'hydrogène ici. Et donc c'est assez élégant, puisque globalement, une fois que le haut point est formé, on a une substitution molytique ici qui engendre un radical éthylpoint. Le radical éthylpoint réagit avec le soufre et on engendre un radical thiyle qui peut soit faire l'addition, soit faire le transfert d'hydrogène, mais à chaque fois qu'il fait l'arrachement de l'hydrogène, de toute façon, c'est réparé. Alors, comme je vous disais, cette thiol N, voici une application. En fait, c'est un peu une des applications historiques. C'était pour faire des dendrimères par le laboratoire de Craig Hawker. Et donc, globalement, il était parti ici, justement, d'un système eau-allyle. Mais globalement, dans ce cas-là, avec ce thiol, il n'a visiblement pas trop de problèmes au niveau de la chaîne. Il arrive quand même à trifonctionnaliser la triple liaison ici. Et puis, globalement, il peut le refaire une autre fois, et là, ça marche encore mieux. Et donc, il arrive à faire ce dendrimère. L'initiateur ici, c'est une initiation photochimique. Globalement, c'est la même chose que tout à l'heure. On forme le phi C au point et donc un radical phi point à la fin. Oui, je pense que j'ai assez peu de slides. Globalement, l'autre réactivité des radicaux du soufre ou même du sélénium, c'est qu'on peut faire également des réactions de substitution homolytiques sur ces atomes. Et ça, c'est un petit peu, on a vu sur le bord. Mais sur le soufre et le sélénium, ça s'y prête assez bien. Donc l'idée, c'est qu'on va additionner un radical carboné et on va avoir une expulsion d'un radical. Et par exemple ici, donc typiquement, le radical aryl ici va s'additionner sur le sélénium. On va expulser un radical benzylique. Et donc on va former intermédiairement ce dérivé cyclique du sélénium. Et puis dans les conditions ici, il y a une déshydratation. Enfin, on perd ça et donc on reforme la double liaison. Une autre façon de le voir, c'est que le radical aryl ici va s'additionner sur le soufre et on va engendrer un radical ici acyle. Donc c'est vraiment l'idée, c'est vraiment ça. C'est ou sélénium, et donc vous avez on va dire, vous formez une liaison comme ça, et vous avez un leaving group. Et donc ce leaving group ici, en haut, c'est un radical benzyle. Ici, c'est le radical acyle que l'on va former. Donc. Donc on va former, d'abord on forme ce dérivé-là. Comme sous-produit, plus ce radical-là, qui va en fait, là aussi, perdre le CO, former un radical ici, qui est soit hydrogéné, soit lui-même qui se réarrange. Alors, le réarrangement de ce radical fait appel à une séquence un peu étrange, mais... Globalement, on forme le radical ici, donc soit il est hydrogéné, et c'est ce qu'on voit, soit globalement, on a une fragmentation de ce type-là. Parce que ici... oui, pardon. Et donc, ça nous permet en fait de faire cet ester ici et d'engendrer le radical méthyle ici. Donc, on forme un radical ici sur ce carbone. Okay. Bon, ça c'est une fragmentation un peu particulière, mais bon, tout ça pour dire qu'on peut faire des arrangements assez étonnants de radicaux. Mais ce qui est intéressant, c'est de retenir le principe d'une substitution sur le soufre.
qui peut être utile. Donc, nous, on l'a par exemple utilisé pour former des sultines. Alors, les sultines, c'est des dérivés comme ça, c'est des sulfinates cycliques. En fait, initialement, on s'intéressait à la cyclisation radicalaire de dérivés halogénés comme ça, avec un lien sulfinate. L'idée, c'était plutôt de faire une substitution sur le noyau aromatique et d'arriver à ces dérivés-là et de profiter éventuellement de la qualité du soufre pour faire des biaryls chiro. C'est une collaboration avec Rhodia. Et globalement, ce qui s'est passé, c'est que ce dont on s'est rendu compte, c'est que on avait en fait une expulsion du radical aromatique qui était majoritaire. Et donc on l'a transformé en réaction utile en prenant un meilleur groupe partant, parce que là on élimine un radical aryl qui n'est pas un bon groupe partant. Par contre, si vous mettez maintenant un radical terbutyl tertiaire, vous pouvez faire très facilement cette substitution molytique sur le soufre. Et là, donc, vous arrivez à ces sultines cycliques, ou ici, c'est sulfinamide cyclique également. En série alkyle, d'ailleurs, c'était assez intéressant, parce que ici, donc, on part d'un radical secondaire, on expulse un radical tertiaire, donc c'est bon, on est dans le bon sens. On arrive à cette sultine, et qui avait un parfum intéressant, puisque globalement, ça correspond à un extrait du fruit de la passion. Donc une odeur assez marrante, qui est présente sous la forme de diastéréisomères. Et puis, on peut le faire aussi en série chirale, si notre soufre a une certaine une richesse énantiomérique, on arrive à avoir un transfert de chiralité pour former la sultine ici avec un bon EE, puisque globalement, c'était connu aussi sur les sulfoxydes par Beckwith. On peut cycliser ici, dans ce cas-là, il expulse un radical méthyle. Et donc, on a une inversion de configuration au niveau du soufre, et nous, c'est ce qu'on observe ici. Et donc, globalement, c'est parce qu'on a un radical ici, on a une liaison CS, quelle qu'elle soit, que ce soit thyle ou sulfoxyde, et donc ça interagit ici avec la sigma étoile de cette liaison. Okay, et donc, on a une inversion de configuration. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et évidemment, si vous avez des questions.